Et donc, j'invite maintenant Romain Sordello, qui est juste là, justement, qui fait partie de Patrinat, donc, qui est une combinaison de l'Office français de biodiversité, du MNH, Muséum d'histoire naturelle, et du CNRS, de l'IRD aussi. Bon, il y a beaucoup d'organismes support, et vous travaillez là-bas. Bon, je vais me présenter si vous voulez. Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Romain Sordello, et je travaille effectivement dans une unité qui s'appelle Patrinat, qui est sous tutelle de plusieurs établissements. Donc moi-même, je suis Office français de la biodiversité. On a également une tutelle du Muséum national d'histoire naturelle, du CNRS et de l'IRD. Voilà. Donc ça va être une très bonne complémentarité avec la présentation de Thierry juste avant, qui a très bien dépeint les effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Donc moi, je travaille depuis une quinzaine d'années sur ces sujets, à la fois des trames écologiques et de la pollution lumineuse qui se sont donc rejoints sous la forme de trames noires. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler, comment on essaye de faire entrer cette pollution lumineuse dans les politiques de trames écologiques qui n'ont pas été pensées pour ça à la base. Donc je vais revenir justement sur déjà qu'est-ce que c'est que préserver la biodiversité par l'approche des trames écologiques. Et l'histoire, elle commence un peu avec l'émergence de l'écologie du paysage, donc une branche de l'écologie qui est née dans les années 80, qui considère l'échelle du paysage. Donc là, ici, on ne fait pas du tout intervenir de filtres esthétiques, culturels, patrimonial, etc., comme on peut l'avoir dans certaines disciplines qui utilisent le paysage. Pour nous, c'est juste une échelle d'étude où on se rend compte que du coup, il y a des éléments qui servent plutôt d'habitat, qui sont plutôt les éléments surfaciques, des forêts, des mares, etc., et des éléments qui servent plutôt de corridors, comme des cours d'eau, des haies, etc. Et donc ça compose une mosaïque paysagère avec également la matrice, donc un espace qui est plus ou moins hostile, qui ne sert pas forcément de déplacement ou de vie. Alors cette discipline, elle a émergé surtout en réponse en fait, aux transformations du paysage, justement sous l'effet des activités humaines, avec les deux grands phénomènes. D'abord de disparition des habitats, donc ça c'est un peu ce qui se passe en France, où on a à peu près un département qui est urbanisé tous les 5 à 7 ans, donc un département de la taille de l'Hérault. Donc je vous laisse faire un petit peu le calcul sur les années à venir. Donc il y a plusieurs indicateurs qui montrent la surface artificialisée par commune, par exemple. Voilà, donc on a une situation vraiment assez préoccupante là aussi en termes de disparition d'habitats qui sont engloutis sur l'urbanisation, donc quelque chose qui continue avec des projections jusqu'à 2030. Et puis le phénomène de fragmentation, donc, qui est lié à plusieurs formes d'artificialisation, donc les infrastructures linéaires de transport par exemple, qui vont couper vraiment les paysages en deux morceaux très nets. L'urbanisation au sens du mitage, de l'étalement urbain, qui va grignoter comme ça des milieux, il va créer du coup des barrières dans le paysage, les coupes rases, la transformation du paysage agricole, évidemment toutes les problématiques aquatiques, donc création de barrages, de seuils de moulins, etc. Donc là aussi, on a un indicateur en France qui montre l'état du territoire. Il faut savoir qu'on a par exemple le réseau routier le plus long d'Europe, le réseau ferroviaire le plus long d'Europe. Voilà, on est assez bon dans la fragmentation, donc ça se traduit bien aussi quand on fait des indicateurs. On a donc un territoire qui est très fragmenté. Cette fragmentation, c'est tout simplement le fait de déconnecter les habitats les uns des autres. Les espèces vont avoir du mal à établir, à faire leur cycle de vie, aller d'un milieu à un autre pour chasser, se reproduire, passer l'hiver, etc. Ça peut aller jusqu'à de la mortalité directe par collision. On en a parlé, écrasement par exemple des crapauds sur les routes. À plus long terme, ça peut créer des problèmes aussi de distanciation génétique entre populations qui ne vont plus échanger d'individus et donc de gènes entre elles. Donc, en réponse à ces phénomènes, on a développé la notion de trame écologique, de réseau écologique, pour lutter donc contre la disparition, la fragmentation des habitats. L'idée, c'est de préserver à la fois des surfaces d'habitats, ce qu'on va appeler des noyaux, des réservoirs, des taches, plusieurs synonymes, qui sont reliés entre eux par des éléments plus linéaires, qu'on va appeler des corridors, qui ne sont pas forcément des éléments d'habitat contigus. Il y a une notion tout simplement de direction. Et tout cela crée donc un maillage, ce qu'on appelle un réseau écologique formé de continuité écologique. Et donc c'est une approche qui est spatialisée, qui permet de mener une réflexion à l'échelle d'un territoire. Donc ces réseaux écologiques, ils ont vraiment été bien développés. Maintenant, c'est des outils qui sont proposés depuis plusieurs décennies au sein de la protection de la nature. L'avantage, c'est qu'ils permettent de dépasser justement une approche purement surfacique de zonage, comme on l'avait initialement dans la protection de la nature avec les aires protégées. Et puis, ils peuvent être mis en place partout, à la fois dans des zones très naturelles, dans des zones plus rurales et dans des zones carrément urbanisées.
Donc généralement, on les décline en plusieurs types de milieux, les milieux boisés, les milieux aquatiques, les milieux ouverts, les milieux humides, les milieux littoraux. En tout cas, c'est ces 5 grands milieux qui sont reconnus par le Code de l'environnement. Et donc en France, on a une politique qui est dédiée à ces réseaux écologiques, qui s'appelle la trame verte et bleue, qui a été initiée en 2007 au moment du Grenelle de l'environnement. Alors on était très en retard par rapport à d'autres pays, et même en Europe. Il faut savoir que donc, depuis plusieurs décennies, il y a de nombreux États du monde qui ont mis en place ces politiques. Donc nous, en France, on a une politique qui se décline à 3 échelles, nationale, régionale, locale. On a un centre de ressources, tramevertebleu.fr, que vous connaissez peut-être. Donc c'est la plateforme qui permet d'animer cette politique publique. Donc comme vous l'avez vu, créé en 2007, on a déjà un recul de presque 20 ans de cette politique publique. Et notamment, on a une première génération des trames vertes et bleues régionales qui ont été produites aux alentours de 2016-2017. On a centralisé toutes ces données, on les a standardisées, on les a synthétisées sur une carte, celle que vous voyez à droite. Et donc ça représente à peu près 16 millions d'hectares de réservoirs de biodiversité, 30% du territoire national, et 50 000 kilomètres de corridors écologiques. C'est là qu'on voit un peu la plus-value aussi de cette politique par rapport justement à des approches plus de zonage, puisque si on prend le réseau Natura 2000 en France, je crois que c'est à peu près 13% du territoire. Et là, rien qu'avec les corridors, on a 30% du territoire qui est identifié comme réservoir de biodiversité. Donc on a vraiment un effet additionnel de cette politique. Tout ça, c'est de la nature dite ordinaire qui ne bénéficiait pas jusqu'à présent de protection et qui maintenant est identifiée, y compris jusque dans des documents d'urbanisme ensuite avec l'échelle locale. Donc voilà, la déclinaison territoriale. Alors il faut savoir que cette politique, elle a beaucoup évolué en 2016 avec le passage au SRADET. Donc maintenant un document qui est piloté par le Conseil régional. Avant, on parlait de SRCE, piloté par l'État et la région. Il y a toujours donc une échelle nationale qui repose sur des orientations nationales de la trame verte et bleue. Et puis ensuite l'échelle locale qui est constituée donc des documents d'urbanisme, des PLU, les SCOT, etc. Et toutes ces échelles donc se parlent avec une notion d'opposabilité qui est généralement de la prise en compte et de la compatibilité pour une partie du SRADET. Voilà, alors si je reviens maintenant à la thématique qui nous intéresse, la pollution lumineuse et la nuit, pourquoi tout simplement déjà il faut s'intéresser à cette pollution lumineuse à l'échelle des paysages et donc des trames écologiques. Donc là je reprends quelques éléments un peu sur les impacts, mais vous allez voir c'est présenté différemment que de ce qu'a fait Thierry. Donc là je me focalise plus à l'échelle du paysage. Je reviens sur une base, c'est que les êtres vivants, ils interagissent entre eux et avec leur environnement par la perception sensorielle. Donc il y a des vecteurs de perception sensorielle, la lumière en est un. Les animaux sont équipés donc de systèmes sensoriels qui vont capter ces stimuli et ensuite il va y avoir une réponse, alors soit une réponse réflexe, soit si les animaux sont doués de cognition, il va y avoir une prise de décision. Et en tout cas, cette perception sensorielle, elle va du coup guider à la fois la sélection des habitats dans le paysage. Les animaux vont choisir leurs habitats parce qu'ils vont être riches en ressources, pauvres en prédateurs, pauvres en compétiteurs, etc., etc. Et puis aussi se déplacer dans le paysage, donc en s'appuyant sur des repères paysagers. Donc si on se met à la place d'un animal dans son paysage, en fait, il faut parler de paysage sensoriel. Un animal va lire en permanence son paysage par le biais de ses sens. Donc là, c'est une publication qui parlait des odeurs, mais bon, c'est le même mécanisme. On reconnaît généralement de grands types de stimuli dans un paysage, les stimuli plutôt attractifs, les stimuli plutôt aversifs. Donc Thierry a déjà parlé un peu de ce phototactisme qui peut être positif ou négatif. Donc là, pour les odeurs, par exemple, un cerf va reconnaître des indices plutôt attractifs comme des traces de présence de biches, des ressources alimentaires, etc. et des stimuli plutôt aversifs, c'est-à-dire qui vont entraîner plutôt la fuite ou le repli, c'est-à-dire la détection de compétiteurs ou de prédateurs comme le loup, etc. Donc si on parle du paysage sensoriel qui est basé sur la vision, le paysage visuel, eh bien lui, en fait, il varie avec ce mouvement pendulaire de l'alternance jour-nuit. Donc on a 2 paysages qui sont très contrastés sur le plan photopique, un paysage diurne et un paysage nocturne. Le paysage nocturne est globalement caractérisé par l'obscurité, même s'il y a effectivement un petit peu de lumière avec le cycle lunaire, et plus anecdotiquement avec aussi les éclairs, par exemple, ou la bioluminescence produite par les organismes. Donc on a 2 grands types de sources, généralement, de stimuli sensoriels dans un paysage, les stimuli d'origine biotique, comme ici la bioluminescence, et les stimuli d'origine abiotique, comme la lune, les éclairs, etc., pour ce qui est de la lumière. Et puis aujourd'hui, effectivement, on a un 3e type de source de stimuli, en tout cas pour ce qui est de la lumière. On a tous ces éclairages artificiels qui sont donc liés à nos activités, comme a très bien décrit Thierry. Et donc ça crée des stimuli de formes diverses. Ça peut être des stimuli ponctuels. L'animal va être face à une source d'éclairage beaucoup plus intense que dans une nuit naturelle.
des stimuli surfaciques, on va éclairer une surface au sol, qu'elle soit terrestre ou aquatique, ou également effectivement cet effet de halo, donc c'est une lumière un peu diffuse qui va créer un environnement laiteux, qui fait que l'obscurité est moins prononcée que la normale. Donc tout ça, ça va masquer par exemple des repères dans le paysage, faire que les animaux vont être désorientés, perdre du temps dans leur trajet, etc. Ou aussi choisir des mauvais habitats, se retrouver piégés dans des endroits qui sont hostiles, etc. Donc effectivement, l'état de la pression lumineuse en France est assez préoccupant, mais il y a quand même une touche de positif, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une dynamique de réduction depuis 2014. Donc, on a un indicateur qui est produit par l'OFB dans l'Observatoire national de la biodiversité, qui est un indicateur de pollution lumineuse et plus précisément de luminance zénitale en cœur de nuit. Donc, c'est-à-dire qu'on se base sur les données satellites de la NASA qui captent la lumière donc, par le haut, donc c'est la luminance zénitale. En cœur de nuit, parce qu'on ne maîtrise pas le passage de ce satellite. Chez nous, c'est à peu près 1h du matin. Donc, ça donne une photo de ce qui se passe quand beaucoup de communes ont déjà coupé l'éclairage. Donc, il faut partir du principe que c'est quand même une fourchette un peu basse du problème. Mais bon, néanmoins, c'est quand même ce qui se passe en cœur de nuit. On avait produit cet indicateur en 2021 avec les données 2020. Et là, on l'a mis à jour avec les dernières données qu'on a, c'est-à-dire 2023. Et on a aussi mis à jour, donc du coup, respectivement cet indicateur depuis 2014, qui est la première année en fait, à partir de laquelle la NASA a mis à disposition ces données. Donc là, vous avez le petit gif qui montre 2014-2023. Donc en 2014, on avait 91% du territoire métropolitain qui était pollué par la lumière. Aujourd'hui, on va dire entre guillemets, en 2023, on est redescendu à 72. Donc voilà, on est sur une pente quand même plutôt intéressante, qui est assez unique d'ailleurs en Europe, peut-être même dans le monde. C'est vrai que la pollution lumineuse est une thématique qui a énormément pris. Moi, pour travailler là-dessus depuis 15 ans, j'ai vraiment vu une révolution autour de ce sujet, une vraie prise de conscience. Bien sûr, il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, le prix de l'énergie qui a joué son rôle, notamment en 2022. Là, je ne l'ai pas mis, mais on voit un bon décroché quand même en 2022. Avec beaucoup de communes qui se sont mis à éteindre à cette année-là. Mais bon, depuis 2012, pour suivre ce sujet depuis longtemps, il y a quand même eu déjà beaucoup de communes qui avaient commencé une politique d'extinction dès 2012-2013. Donc effectivement, c'est souvent pour des aspects énergétiques, mais bon, à la limite, c'est pas grave, on prend quand même. À ceci près que là, aujourd'hui, on voit certaines communes qui rallument d'ailleurs, puisqu'il y a moins de problèmes de coût d'énergie. Donc si on ne prend pas cette décision pour les bonnes raisons, ce n'est pas forcément non plus idéal, mais voilà. En tout cas, on a une réduction de la pollution lumineuse en cœur de nuit. Là, à droite, vous voyez aussi les départements, le résultat par département. Donc on voit qu'il y a des départements qui ont divisé presque par 2 leur niveau de pollution lumineuse en cœur de nuit entre 2014 et 2023. Donc là où on est, je vous laisse juger. Alors, cette pollution lumineuse, effectivement, elle a plein d'effets, comme l'a décrit Thierry, au niveau physiologique, comportemental, etc. Et aussi donc, au niveau paysager, avec une forme de fragmentation des paysages. Donc, d'un point de vue visuel, c'est assez net. Quand on prend une photo comme ça d'avion de nuit, on voit très bien que la lumière qui est associée aux infrastructures de transport, par exemple, elle va segmenter l'obscurité en 2 parties très nettes. Et puis, toutes les lumières qui sont associées aux bourgs, aux villes, etc., elles vont créer aussi donc, cette matrice lumineuse qui grignote l'obscurité. Donc on a exactement les mêmes problèmes qu'avec la fragmentation physique. Et donc d'un point de vue fonctionnel, effectivement, toujours par rapport à ce phototactisme, attraction-répulsion, on va avoir une fragmentation effective. Si on prend le cas d'une route qui est éclairée, les animaux qui fuient la lumière vont buter sur cette route, ils ne vont jamais la traverser. Les animaux qui sont attirés par la lumière vont être piégés par cette route et ils ne la traverseront pas pour autant, ils vont mourir sur cette route, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui a été théorisé depuis 2006 comme un effet aspirateur où on va vidanger les insectes, par exemple, qui sont de part et d'autre de la route, qui vont rester bloqués sur cette route, qui a un effet de puits écologique. Donc ça a été aussi démontré, par exemple, sur le crapaud, dont Thierry a beaucoup parlé. Pour répondre à la question, effectivement, on a une publication qui montre qu'une route qui est éclairée, elle va constituer une barrière dans la migration des crapauds, donc entre leur milieu d'hivernage et leur milieu de reproduction. Et puis ça a été montré aussi, par exemple, sur des animaux aquatiques, comme l'anguille. Donc là, c'est sous une expérience justement en laboratoire. Si on donne le choix à des anguilles de passer par un milieu éclairé ou un milieu sombre, elles vont choisir très majoritairement le milieu sombre, alors que quand c'est en phase témoin sans éclairage, elles choisissent de manière à peu près 50-50 les deux milieux.
Donc ça, si on transpose ce genre de résultats à la réalité, c'est-à-dire avec des ponts, par exemple, qui sont éclairés, qui vont faire pénétrer de la lumière dans l'eau de manière transversale, on peut tout à fait avoir des anguilles qui sont bloquées dans leur migration, qui ne vont pas pouvoir remonter le cours d'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui est peu pris en compte. Il faut savoir que l'anguille, par exemple, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction à l'échelle mondiale. Et on parle très peu, peut-être, de la part de pollution lumineuse dans cet effondrement. Donc tout ça pour en arriver au fait que on est peut-être passé à côté d'un gros morceau quand même du sujet quand on a lancé les trams vertes et bleues en 2007. Alors il ne faut pas non plus se flageller, hein. On a fait ce qu'on a pu, on a commencé par les choses les plus évidentes, c'est-à-dire les obstacles physiques du paysage, les routes, les barrages, etc. Mais voilà, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on n'a pas pris en compte cette dimension sensorielle. Donc là, je vous renvoie à la thèse que j'ai soutenue l'année dernière au muséum sur justement comment on essaye de prendre en compte ces pollutions lumineuses, sonores et olfactives, hein, puisqu'en fait le sujet est plus large si on le prend sous l'angle sensoriel que la lumière. Ça va englober tous les stimuli sensoriels. Comment on les prend en compte dans les trames écologiques. Donc là, je vais vous parler de la trame noire, effectivement, qui est une réponse pour la lumière, mais on a aussi des démarches maintenant de trame blanche pour la pollution sonore. Et peut-être que la pollution olfactive va aussi être prise en compte dans les années qui viennent. En tout cas, ça le justifierait, puisqu'il y a énormément d'animaux aussi se dirigent avec l'odorat et que par nos industries, l'agriculture, les transports, etc., on perturbe énormément aussi les paysages olfactifs. Donc voilà, j'en viens à la trame noire. Donc la trame noire, comment on peut la définir après avoir dit tout ça? C'est tout simple, hein. C'est un réseau donc écologique qui prend en compte l'obscurité la nuit, hein, tout simplement. Donc ce réseau, il est formé lui aussi de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques. Il est identifié aussi pour différents types de milieux. On va avoir une trame noire forestière, une trame noire bocagère, une trame noire aquatique, etc. Donc en fait, il y a très peu de choses qui changent avec la trame verte et bleue, hein. C'est juste qu'il faut prendre en compte le fait que ce réseau soit aussi fonctionnel la nuit. Et pour ça, il faut que la nuit ne soit pas trop polluée par la lumière artificielle. Donc, c'est juste que, en fait, il est quand même important, puisque si on ne le fait pas, cette trame verte et bleue, elle n'est pas fonctionnelle la nuit. Donc la trame noire, c'est un petit peu, on pourrait dire, le miroir de la trame verte et bleue la nuit, même si la trame verte et bleue incluait déjà des espèces nocturnes. En fait, on a très peu pris en compte jusqu'à présent cette partie nocturne. La trame noire, c'est aussi justement donc, une façon de prendre en compte le temps en fait, dans la trame verte et bleue, qui avait surtout pris en compte la dimension spatiale. Mais la biodiversité, elle suit des cycles, hein, et notamment le cycle circadien, donc avec l'alternance jour-nuit. Donc il faut aussi qu'elle prenne en compte certaines spécificités, des barrières paysagères qui ne sont présentes que la nuit, donc en l'occurrence par l'effet de la pollution lumineuse. Donc voilà, quelques mots sur les documents, les supports qui peuvent exister. Donc on a publié un guide à l'OFB, d'ailleurs j'en ai amené une quinzaine, donc j'en mettrai en distribution ensuite dehors, là, après l'intervention, donc pour essayer de poser des définitions, des méthodes, des retours d'expérience. Donc c'est un guide, bon maintenant il a déjà 3-4 ans, on réfléchit un peu à le mettre à jour parce que en fait ça va très vite, hein, sur ce sujet, il y a énormément de choses qui se passent, mais bon, pour l'instant ça reste quand même le document un peu de référence. On avait aussi, dès 2019, fait une journée technique dans le cadre du centre de ressources, donc spécifique à la trame noire, que vous pouvez retrouver en ligne. On a également développé un MOOC, donc une formation en ligne sur la trame verte et bleue qui inclut une séquence sur la trame noire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses maintenant en ligne, hein, pour ceux qui veulent s'acculturer à la trame noire. Également, donc, sur le plan scientifique, on a publié un article dans une revue internationale pour essayer de promouvoir ce concept qui est pour l'instant assez franco-français. Donc à l'international, on a les infrastructures vertes, hein, mais pour l'instant, très peu de pays, à part la France, enfin, voire pas, si on met de côté la Suisse, qui a aussi une expérience quand même sur le sujet, avait intégré cette pollution lumineuse dans les infrastructures vertes. Donc on a publié cet article avec une cohorte de scientifiques, dont d'ailleurs Thierry et Pascal font partie. La Commission européenne, hein, maintenant commence à y venir. Donc elle a publié un policy brief sur la pollution lumineuse en conseillant elle aussi d'intégrer cette pression dans les infrastructures vertes. Donc, c'est très récent. On a également fait voter une motion au Congrès mondial de la nature en 2021 à Marseille, qui intègre comme recommandation donc, d'identifier, de préserver, de restaurer des trames noires dans les différents pays du monde. Donc voilà, ça permet d'essaimer un petit peu ce concept. Comme ça a été dit, donc en France, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte, hein, dans les politiques publiques, notamment la stratégie nationale biodiversité, donc, qui est un peu la feuille de route de l'État en matière de biodiversité.
On a 2 actions qui nous concernent. Donc, la mesure 9 sur les pollutions lumineuses et sonores, et puis la mesure 20 sur les trames écologiques. Donc la mesure 9, elle a comme objectif, comme ça a été dit, de réduire par 2 la pollution lumineuse d'ici à 2030 en France. Alors ça peut paraître ambitieux, hein, mais vous voyez, on a déjà fait quand même une partie du chemin, puisque on peut partir du principe que l'état zéro, c'est le premier indicateur qu'on a sorti en 2020, où il y avait 85% donc, du territoire métropolitain qui était pollué. Là, on est déjà retombé à 72% en 2023. Donc voilà, si on continue avec ce rythme, on peut espérer avoir un résultat intéressant, même si ça ne sera peut-être pas divisé par 2. On voit bien qu'on est sur une dynamique positive, mais il faut éviter par contre les retours de balancier, hein, comme je disais, sur les extinctions. On voit pas mal de communes qui commencent à rallumer. Et donc sur la mesure 20, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette trame noire, elle soit aussi systématique que la trame verte et bleue, donc qu'elle s'intègre dans les documents d'urbanisme également. Et ça, c'est quelque chose qui est assez délicat, puisque les documents d'urbanisme sont des documents plutôt d'occupation du sol. Et là, comme vous l'avez compris, on parle d'une dimension sensorielle qui, en plus, est dépendante du temps cyclique. Donc c'est loin d'être évident, mais on peut quand même faire des choses, y compris dans les pluies. Donc là, je vous parle de la trame noire, mais effectivement, comme je vous disais, on a une démarche en fait, d'élargissement, tout simplement des trames écologiques, qui ont émergé en France en 2007 sous la forme de la trame verte et bleue, on va dire un peu stricto sensu, obstacle physique du paysage. La trame noire qui, maintenant, a quasiment 10 ans, hein. Moi ça fait depuis 2015-2016 que je commence à réfléchir à ces sujets, et il y a déjà des premiers territoires qui avaient des expériences dans ces années-là. Et donc maintenant, on va plutôt parler de multitrame. En fait, l'idée, c'est de mener des projets de trame écologique sur des territoires qui intègrent le maximum de pression possible, qui pèsent sur les continuités écologiques, à la fois physiques, sensorielles, et aussi dans les différents compartiments. On va parler par exemple de trame brune pour ce qui se passe dans le sol, de trame aérienne pour ce qui se passe dans l'air. Donc voilà, des déclinaisons pour essayer d'avoir une exhaustivité la plus prononcée possible sur toutes les problématiques anthropiques qui pèsent sur le fonctionnement des continuités écologiques. Donc pour ce qui est de la trame noire, je vous disais, il y a des dizaines de territoires maintenant qui ont des projets déjà aboutis. Donc ça, c'est une carte qui est déjà obsolète, mais bon, c'est pour vous donner un aperçu aussi du type d'acteurs, parce que ça, c'est ça qui est intéressant. Il y a à la fois énormément de parcs naturels, de parcs nationaux qui se sont emparés de cette thématique, donc des territoires plutôt préservés, mais aussi des métropoles, donc des territoires quand même très urbanisés, des métropoles comme Lille, Limoges, Nice, Nantes, etc., Rennes, Metz, Strasbourg, voilà, il y en a plein, qui ont mené donc, des démarches de trame noire. Donc ça montre qu'on peut faire des choses, hein, qu'on soit dans des territoires très peu habités, comme dans des territoires très habités. On a toujours moyen de réduire l'éclairage et de restaurer une trame noire, tout en prenant en compte les usages. Hein, c'est évidemment nécessaire. Donc, pour passer un peu à la partie pratique, comment on peut faire ? Parmi mes premières réflexions justement, que j'avais menées en 2017, j'étais revenu sur un peu c'est quoi la démarche quand on mène un projet de trame écologique, et du coup, comment on peut essayer d'embrancher cette pollution lumineuse dans ces différentes étapes. Et donc, c'est tout à fait faisable. Hein. Généralement, on commence une démarche de trame écologique par un diagnostic. Donc là, l'idée, c'est d'avoir aussi un diagnostic justement de la pollution lumineuse. Je vous montrerai après quelques manières de récolter des données là-dessus. De la biodiversité, y compris nocturne, bien sûr. Ensuite, on va identifier, donc, à proprement parler, le réseau écologique nocturne, donc ces fameux réservoirs et ces fameux corridors, en tenant compte du coup du niveau de pollution lumineuse ou du niveau d'obscurité, selon comment on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ensuite, on va essayer d'identifier les points de conflit, c'est-à-dire des endroits où vraiment la pollution lumineuse va créer une rupture aux continuités écologiques. Et puis ensuite, il y a toute une partie action, donc, pour essayer de préserver les continuités écologiques nocturnes, mais surtout de les restaurer, en faisant appel à toute la batterie de gestion de l'éclairage. Donc je vous dirai un mot un petit peu après, pour réduire l'éclairage dans le temps, en quantité, jouer justement sur la composition spectrale, etc. Et évidemment mettre en place des indicateurs de suivi pour essayer de voir si tout ça fonctionne, pour éventuellement corriger les actions ou étendre la trame noire si on a réussi à restaurer justement de l'obscurité. Donc en fait, il y a 2 grands volets, un volet planification. On va planifier l'obscurité. Finalement, l'obscurité, ça se planifie comme on planifie la gestion des forêts, l'amélioration des cours d'eau, etc. Et puis la gestion de l'éclairage, donc pour essayer de restaurer l'obscurité. Donc voilà, ça c'est 2 schémas qui sont issus des articles qu'on a publiés, mais ça dit les mêmes choses un peu autrement. Donc on part d'une cartographie généralement de l'obscurité ou de la pollution lumineuse et de la biodiversité, donc pour croiser les deux, identifier le réseau écologique, et ensuite on va distinguer les actions de préservation des actions de restauration.
Et puis, donc, on va essayer d'évaluer tout ça pour voir si ça fonctionne, si ça va dans le bon sens. Et à droite, c'est un schéma qui est plus global, puisque c'est dans un article qu'on a publié justement sur ces multitrames. Donc, en fait, cette démarche, elle est à reproduire pour les différentes pressions qui pèsent sur la biodiversité, comme je vous le disais aussi, la pollution sonore, la pollution olfactive, le sol, l'air, etc. Donc, comment on arrive à planifier les continuités écologiques nocturnes ? En fait, il y a deux grandes manières de faire en fonction de l'état d'avancement aussi du territoire sur les sujets de trame. Si le territoire a déjà une trame verte et bleue, on peut tout à fait repartir de cette trame verte et bleue et en déduire finalement la partie qui est sombre, qui est donc aussi fonctionnelle la nuit. C'est la méthode qu'on a appelée déductive, donc ça évite aussi de tout refaire, parce qu'il ne faut pas non plus envoyer un signal aux acteurs de terrain en disant vous avez fait une trame verte et bleue, c'est super, mais maintenant il faut la jeter, il faut faire une trame noire. Donc c'est pas du tout l'idée. On peut repartir de la trame verte et bleue, et en fait la trame noire, du coup, ce sera un sous-produit de la trame verte et bleue, c'est la partie de la trame qui est en plus fonctionnelle la nuit. Donc la partie qui n'est pas fonctionnelle, vous avez compris, c'est presque la plus importante, c'est sur ça qu'il va falloir agir pour essayer de la rendre fonctionnelle. Ou alors, on peut repartir de zéro si on n'avait pas de trame écologique, par exemple, sur un territoire, et faire ce qu'on appelle la méthode intégrative, où on va justement prendre en compte cette pollution lumineuse parmi les différents facteurs. Donc là, c'est l'exemple d'une trame bocagère. Généralement, on prend en compte le nombre de haies, le nombre de connexions entre les haies, la qualité de ces haies, est-ce qu'elles sont pluristratifiées, etc. Si on veut faire une trame noire bocagère, on fait tout ça, parce que ça reste tout à fait valable. Mais en plus, on veut que ça se passe dans un environnement qui soit sombre. Donc s'il y a de la lumière, cette trame bocagère, elle ne sera pas fonctionnelle. Voilà. C'est pas compliqué. Donc quelques exemples pour vous montrer un peu ces différentes méthodes. Donc, si on prend le cas de la méthode intégrative, par exemple, dans les Pyrénées, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas de trame verte et bleue, donc ils ont fait une trame verte, bleu, noir d'un coup. Et au cours de leur démarche, ils ont utilisé la pollution lumineuse pour qualifier les réservoirs et les corridors. Donc, par exemple, là, vous avez le cas des réservoirs. En rouge, c'est tous les réservoirs qui sont trop pollués par la lumière et qui, du coup, n'ont pas été intégrés à la trame verte, bleu, noir parce que, à cause de la pollution lumineuse, ils ne sont pas fonctionnels. Donc, pour faire ça, il faut des seuils. C'est une question peut-être qui va revenir. C'est quoi le seuil de sensibilité ? Justement, on voit bien qu'il y a des seuils qui sont très bas, comme l'a montré Thierry. Là, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait eux-mêmes une étude basée sur le petit Rinolov pour essayer de déterminer un seuil de sensibilité. Alors l'idée, c'est que ces réservoirs qui sont rouges, ils ne sont pas dans la trame verte, bleu, noir, mais ils ne sont pas à jeter pour autant. Comme je vous disais, c'est presque ceux-là qui sont les plus importants. Du coup, le parc prend son bâton de pèlerin, va voir les collectivités en disant, voyez, en fait, c'est un peu dommage parce que votre commune, elle était vraiment optimale pour faire partie de la trame verte et bleue, mais à cause de l'éclairage, vous n'en faites pas partie. Or, vous allez voir, c'est facile d'agir sur l'éclairage. Donc, c'est vraiment un discours aussi qui peut être porteur d'action. Autre méthode, c'est la méthode déductive. Donc, justement, je prenais l'exemple suisse, puisqu'on n'a pas beaucoup à l'étranger, donc profitons-en. En plus, Pascal est là. Donc, sur le canton de Genève, le canton avait une trame verte et bleue. Ils ont acquis des données de lumière par orthophoto nocturne, donc un vol d'avion. Et ensuite, ils ont croisé les deux aspects pour identifier donc les différentes partie de la trame verte et bleue qui est en plus suffisamment sombre la nuit, donc pour avoir une fonctionnalité assurée. Donc on a une trame noire forestière, une trame noire aquatique, etc., qui sont déduites de la trame verte et bleue initiale. D'autres exemples, donc ça c'est pour montrer aussi un peu les sources d'acquisition de données. Donc comme à Genève, là il y a eu une orthophoto nocturne qui a été faite sur la métropole de Nantes. Donc là, c'est un travail qui avait été mené avec le CEREMA, donc croisement de cette orthophoto nocturne avec l'occupation du sol pour identifier une trame noire potentielle. Alors l'orthophoto nocturne, c'est bien parce que c'est beaucoup plus précis que les données de la NASA, qui sont à peu près comme résolution 750 mètres sur le terrain, donc c'est assez grossier. Donc pour un indicateur national, régional, ça va encore, mais pour une collectivité locale, c'est pas assez précis. Maintenant, il y a d'autres satellites qui commencent à se développer, mais les données sont payantes, sont plus chères. Il y a une carte quand même qui a été mise à disposition par le CEREMA à partir des données d'un satellite chinois qui s'appelle Yojia, qui est assez précis, mais qui a été produit qu'une seule fois en 2018, et il manque aussi l'ouest de la France. Donc vous voyez, on n'a pas de situation idéale. Donc souvent, c'est aux collectivités de refaire une acquisition de données elles-mêmes. Donc ça peut passer par un vol d'avion de nuit, mais ça c'est quand même assez coûteux. Autre option, c'est de faire de la métrologie, donc sur le territoire de la métropole de Limoges, par exemple. C'est ce qu'ils ont fait, à la fois de la métrologie de pollution lumineuse et des mesures aussi acoustiques pour l'activité des chauves-souris. Donc là, la métrologie de pollution lumineuse est passée par un boîtier qui s'appelle Linox, qui a été mis au point justement par Dark Skylab, le bureau d'études dont parlait Thierry tout à l'heure,
qui s'est spécialisé dans la cartographie et les mesures de pollution lumineuse. Et puis ensuite, en croisant donc ces deux types de données, ils ont identifié une trame noire. Alors, ils l'ont appelée trame nocturne, hein, mais c'est la même chose, sur le territoire de Limoges, réservoir corridor. Et ensuite, c'est pareil, ça devient un outil d'aide à la décision, hein, pour aller voir ensuite les communes de la métropole et mettre en place des actions avec celles qui ont un territoire qui est trop pollué. Autre démarche aussi assez originale, là c'est à l'échelle carrément d'un département en Vendée, donc en plus à l'initiative d'un syndicat d'énergie, donc c'est très intéressant. Alors eux, ils ont plutôt une démarche de compilation des enjeux, les différents enjeux de biodiversité sur le territoire en prenant différentes couches, donc le SRCE pour la trame verte et bleue, les zonages de protection, des données d'espèces, etc. Et puis ensuite, en fonction des niveaux d'enjeux, plus il y a d'enjeux, plus ils vont être restrictifs ensuite dans la gestion de l'éclairage. Donc, par exemple, ensuite, ils vont développer un cahier des charges en disant, si vous êtes par exemple, sur une échelle de 1 à 5 enjeux, si vous êtes enjeu fort niveau 5, là, vous allez devoir vraiment couper en cœur de nuit, mettre des lampes qui sont vraiment ambrées, baisser les intensités, etc. Si vous êtes sur un niveau 1, vous allez pouvoir éclairer un peu plus parce qu'il y a moins d'impact sur la biodiversité. Donc là, c'est une approche très opérationnelle en fonction du niveau d'enjeu. On va faire des préconisations de gestion. Un autre exemple, parce que c'est l'un des rares qu'on ait, donc c'est à une échelle très locale, à l'échelle d'un SCOT, donc pas très loin de chez vous, hein, les Vosges centrales, qui a développé donc une cartographie de la trame noire, réservoir et corridor dans son SCOT, donc en annexe du SCOT, et également une charte éclairée juste, qui ensuite justement est mise à disposition des communes pour y adhérer. Donc tout ça, c'était la partie planification, hein, parce que, comme vous l'avez compris, l'avantage des trames, c'est de pouvoir mettre en cohérence des actions sur un territoire, donc de passer par cette approche englobante, hein, de planifier les corridors et les réservoirs nocturnes. Et ensuite, il y a toute la partie opérationnelle, comment on gère l'éclairage pour préserver ou surtout restaurer l'obscurité lorsqu'elle est dégradée. Là, vraiment, ce qu'on préconise, nous, c'est une sobriété de l'éclairage, et donc qui est à différencier de la sobriété énergétique, parce que c'est pas bijectif. En fait, on peut faire de la sobriété énergétique sans faire de la sobriété lumineuse. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a des éclairages qui sont très peu consommateurs d'électricité, donc les LED, hein, qui ont été démocratisés il y a 5-10 ans. Donc on peut éclairer autant qu'avant, voire plus, en consommant moins. Et donc si on fait ça, on n'aura pas réglé le problème de la pollution lumineuse. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête que la pollution lumineuse, c'est un problème transversal. Oui, il y a un problème d'économie d'énergie. Il y a un problème de visibilité du ciel étoilé pour les astronomes. Il y a un problème, comme l'a dit Thierry aussi, de santé publique. Il y a un problème de biodiversité. Et donc, en fait, il faut vraiment prendre ce sujet de manière transversale. Sinon, on peut prendre des décisions qui ne soient pas forcément valables pour tous les volets. Donc, vraiment, la première des choses à faire, c'est de se questionner sur l'opportunité même d'éclairer. Hein, comme l'a dit Thierry, en fait, il faut essayer de renverser la démarche. C'est par défaut, il ne faudra pas éclairer. Et ensuite, on se pose vraiment la question de est-ce qu'on a besoin d'éclairer, pour qui, à quelle heure, avec quel niveau, etc. Alors que jusqu'à présent, on avait très peu de conscience des impacts, donc en fait, on éclairait machinalement, hein, on va dire, par réflexe. Donc l'avantage de la pollution lumineuse, hein, je ne l'ai pas encore dit, c'est que justement, elle est réversible. Donc, toutes ces pollutions sensorielles, comme ce sont des ondes, ou pour les odeurs, ce sont des molécules volatiles, donc il y a un peu plus de rémanence, mais en tout cas, pour tout ce qui est ondes lumineuses sonores, ce n'est pas les mêmes types d'ondes, mais en tout cas, ce sont des ondes. Donc, si on arrête la source, c'est fini. Donc, la pollution lumineuse, c'est son gros avantage. Si on éteint, on retrouve tout de suite l'obscurité. Alors, ce n'est pas pour ça que les effets eux-mêmes sont réversibles, hein, parce que si c'est des effets biologiques, pour le coup, il y a une inertie, c'est du vivant. Les espèces ne vont pas forcément revenir quand on éteint, elles ne vont pas forcément retrouver leur comportement initial, etc. Donc, ce n'est pas sans dommage pérenne, mais en tout cas, la source de la pollution, elle est réversible et c'est déjà un très gros avantage. Donc les mesures de gestion possibles, je les présente souvent sous ces 3 axes. Il y a un axe qui est technique. Le choix des sources lumineuses va vraiment avoir son importance. La hauteur des mâts, l'orientation des luminaires, évidemment donc la composition spectrale, la quantité à laquelle on éclaire, etc. Donc tous ces paramètres, point lumineux par point lumineux. Et puis ensuite, il y a une dimension donc temporelle. À quelle heure on va éclairer, jusqu'à quelle heure? Est-ce qu'on coupe en cœur de nuit? Est-ce qu'on fait de l'éclairage à la demande, etc. Bon, l'idée, c'est évidemment de réduire au maximum la plage horaire. Et puis un axe spatial, parce qu'il y a quand même des conflits un peu particuliers qui se posent entre éclairage et biodiversité, notamment sur tout ce qui est bâti ancien, les églises, les ponts, les falaises, etc. Les cours d'eau, on va voir qu'il y a une règle spécifique maintenant sur les cours d'eau.
Donc il y a aussi une réflexion spatiale en termes de position des éclairages, de densité. L'idée globale, c'est d'aller vers une gestion différenciée de l'éclairage sur un territoire en faisant exactement ce qu'on a fait en fait comme cheminement pour la végétation. Ça peut paraître un peu bizarre, mais pour moi, il y a vraiment un parallèle à faire. Avant, on gérait tous les espaces de la même façon, les espaces verts, et donc en France, de manière très jardinée. Et puis, on a mis une gestion différenciée en place. Donc, il y a toujours des espaces verts qui sont très jardinés pour l'aspect patrimonial. Mais ailleurs, ça cohabite aussi avec des espaces qu'on ne gère plus ou beaucoup moins. On va faucher une seule fois par an des pieds d'arbres, des allées d'arbres en ville, etc. Bon, il y a vraiment la même chose à faire pour l'éclairage. On n'a pas besoin d'avoir le même éclairage partout, tout le temps sur une commune, en fonction de si on parle de la gare ou si on parle de l'espace boisé en limite, si on parle du centre-bourg avec l'activité économique, les bars, etc. Donc voilà, il y a vraiment un zonage. Et donc c'est là où la trame noire prend toute son importance pour planifier l'obscurité en tenant compte des usages. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà une réglementation en France qui existe. Donc, il y a des choses qui, de toute façon, sont obligatoires à faire. Donc là, après, on parlera des choses qu'on peut faire en plus, en bonus. Mais il y a déjà des choses qui sont non négociables. Cette réglementation, elle s'est mise en place depuis le Grenelle de l'environnement aussi, depuis à peu près 2009, avec un premier décret qui a fixé des catégories d'usage de l'éclairage, puisque c'est la logique globale de la réglementation en France sur l'éclairage, sur les nuisances lumineuses, c'est qu'on part du principe que tout éclairage doit avoir un usage. Donc ça, c'est super bien quand même d'avoir adopté cette approche. C'est un choix du législateur. Un éclairage ne doit pas servir à rien. Donc il doit répondre à un usage, et donc il y a plusieurs catégories qui ont été reconnues par la réglementation. Est-ce que l'éclairage sert à assurer la sécurité des personnes ou des biens, à mettre en valeur un monument, à sécuriser un chantier, à illuminer un événement temporaire, etc. En fonction des catégories, on va ensuite avoir des prescriptions techniques ou temporelles. Alors, certaines catégories existent, mais sont encore très libres. Par exemple, si on prend l'éclairage événementiel, il n'y a pas de règle. En fait, on peut continuer encore à faire ce qu'on veut. Mais si on prend la catégorie, donc on appelle la catégorie A, en fait, les éclairages de sécurité, elle est très réglementée. Donc, ça concerne à la fois tous les éclairages de voirie d'une commune, mais aussi les éclairages de particuliers. Peu de gens le savent. S'ils servent à éclairer le cheminement dans le jardin, l'entrée du garage, etc. Ça sert à assurer la sécurité de la personne ou de sa voiture. Donc, c'est soumis aux mêmes règles. Et cette catégorie est très réglementée en termes de quantité de lumière, d'orientation, de composition, etc. Il y a aussi quelques règles génériques, donc je vous en reparlerai justement sur les surfaces en eau. Et puis il y a aussi des mesures plus strictes qui peuvent s'appliquer sur certains zonages, donc dédiés à la biodiversité ou dédiés à l'astronomie, donc des sites d'importance nationale qui ont été aussi listés dans un arrêté ministériel. Donc oui, je vous ai parlé du décret qui fixe les catégories. Lui, il remonte déjà à 2012, ça date. Et puis ensuite, il y a eu des arrêtés qui ont été pris. Il y en avait un, par exemple, en 2013 qui concernait les vitrines, les bâtiments non résidentiels et les bureaux. Ça a été une première grosse étape. Et ensuite, en 2018, un arrêté plus large qui a repris ces règles-là et qui a justement fixé des prescriptions pour davantage de catégories d'usage. Donc sur la modulation temporelle, par exemple, il y a deux grandes écoles. Il y a le fait de couper l'éclairage en cœur de nuit. Donc ça, c'est une mesure qui est très largement répandue en France. Et je pense que c'est vraiment en grande partie grâce à ça qu'on a cette évolution positive de la pollution lumineuse en cœur de nuit. Il y a plusieurs milliers de communes en France qui la pratiquent. C'est difficile à quantifier, mais il y a un travail du CRMA qui est sorti justement dernièrement pour essayer de cartographier ces communes. Bon, ça, c'est une coupure franche. On coupe à 23 heures, on rallume à 6 heures, par exemple. C'est très efficace et c'est très justifié dans des petites communes, notamment toutes les communes rurales. Pour avoir une maison dans la Creuse, c'est vrai qu'en hiver, passé 18 heures, il n'y a pas du tout besoin d'éclairer, tout le monde est chez soi. En ville, c'est plus compliqué, donc effectivement, il y a aussi toute cette démarche d'éclairage à la demande. Donc là, c'est plus de la dentelle. On va éclairer soit vraiment sur demande les gens avec un smartphone, par exemple, ça existe. En Normandie, une application qui a été développée pour les infirmières, par exemple, tous ceux qui travaillent de nuit, quand ils vont travailler, ils demandent l'éclairage de la rue, ça s'allume, et puis un quart d'heure après, ça s'éteint. Ou alors les éclairages à détection. Donc là, ça s'allume quand il y a une personne qui passe, une voiture qui passe, ça s'éteint après. Donc voilà, ça permet d'éclairer uniquement quand il y a un besoin. Il y a énormément de progrès qui ont été faits là-dessus. Et là, pour le coup, c'est un des gros avantages des LED. Il faut reconnaître qu'il y en a. C'est justement de pouvoir être télégéré, puisque les LED, c'est plus des lampes. C'est pas une ampoule, c'est un composant électronique. Donc du coup, on peut les mettre en réseau, les piloter à distance, etc., etc. Ce qu'on ne pouvait pas faire
ou très difficilement avec les lampes à décharge, donc les fameuses lampes à sodium ou orange qu'on a encore dans certaines villes. Ensuite, on a effectivement une règle spécifique sur les surfaces en eau. Donc là, c'est vraiment une règle de l'arrêté ministériel de 2018 qui dit qu'on ne doit plus éclairer directement les surfaces en eau. Alors c'est un chantier énorme, donc on sait bien que ça va prendre du temps à mettre en conformité, mais en tout cas c'est l'objectif, parce que généralement on n'a pas besoin d'éclairer l'eau, et quand c'est le cas, c'est des mesures dérogatoires qui sont prévues pour les activités portuaires, de pêche, etc. Mais sinon, en dehors de ça, généralement on ne marche pas sur l'eau. C'est arrivé, mais ça fait longtemps. Donc là, typiquement, dans une situation comme ça, ce ne serait pas valable. Les éclairages devraient être plutôt mis, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais plus près du cours d'eau, mais dos à celui-ci, pour éclairer la route et pas le cours d'eau. L'idée, c'est que, bien sûr, on sait tous qu'il va y avoir quand même de la lumière qui va aller vers le cours d'eau, mais on veut avoir le moins de lumière directe possible, avec cette distinction qu'a bien fait Thierry tout à l'heure, lumière directe, lumière diffuse. La lumière directe va apporter vraiment un nombre de lux très important, donc on veut au moins éviter ça. Et puis, il y a aussi cette question très, très pragmatique de l'orientation. Évidemment, ce qu'on veut, c'est limiter le halo lumineux, là aussi, au maximum, donc éclairer plutôt le sol. Et généralement, ce qu'on cherche à éclairer, justement, c'est la chaussée, le trottoir, etc. Avant, on avait ces éclairages boules, donc, qui sont complètement absurdes. Ils éclairent plus le haut que le bas. Donc ça, de toute façon, maintenant, la réglementation en France demandait à ce que ces éclairages qui ont plus de 50% du flux vers le ciel soient supprimés au 1er janvier 2025. Donc normalement, ça doit être fait. Là où il reste un sujet, on va dire, c'est les éclairages de mise en valeur, puisque ça reste autorisé aujourd'hui d'éclairer du bas vers le haut pour l'illumination des bâtiments ou des parcs et jardins. Donc à mon grand désespoir, on peut faire ce qui est fait à droite, là, éclairer un arbre en contre-plongée. Et puis, il y a une dimension effectivement de composition spectrale, puisque globalement, on est passé d'une pollution lumineuse jaune-orange à une pollution lumineuse blanche. Donc ça, c'est vraiment avec l'avènement des LED. Avant, donc, on avait ces lampes oranges qui sont des lampes à décharge. Donc là, il y avait une ampoule remplie d'un gaz, donc généralement le sodium, qui réagit à une décharge électrique en produisant des photons. Donc pour le sodium, c'est la lumière plutôt jaune-orangée. Et en fait, un peu de biodiversité, c'était pas mal. C'est pas du tout fait pour ça à l'époque, mais l'orange, ça apparaît comme la couleur la moins impactante pour le vivant, alors qu'on est passé donc aux LED, qui sont des composants électroniques, et on a choisi de partir d'une LED bleue qui est la plus efficace sur le plan énergétique, en filtrant cette lumière bleue par une matière jaune à base de phosphore pour faire donc ce qu'on appelle une correction chromatique. Ça produit la lumière blanche parce que le bleu traversant le jaune devient blanc. C'est le cercle chromatique de la lumière et pas des peintures. Ça ne fait pas du vert, ça fait du blanc. Donc en fait, vous voyez du blanc, mais à la base, il y a beaucoup de bleu. Alors tout l'enjeu de ces dernières années, il y a déjà eu beaucoup de progrès, c'est d'écraser justement ce pic de bleu, parce que c'est pas de chance, le bleu c'est justement la lumière la plus impactante pour le vivant, et notamment pour tout ce qui est pollution de mélatonine, c'est ce qui bloque la production de mélatonine par la glande pinéale. Donc il faut vraiment privilégier les lumières plutôt chaudes, ambrées, jaune-orange, voire rouge pour certains taxons comme les chauves-souris. Le rouge est encore mieux que l'orange, mais si on prend d'un point de vue global biodiversité, l'orange fait à peu près consensus. Si on prend la flore, les oiseaux, etc., parce que c'est pas évident, toutes les couleurs ont des impacts, donc déjà il y a un deuil à faire, on ne pourra pas éviter les impacts, mais voilà, avec des lumières chaudes, donc on arrive à les minimiser. Alors j'ai pas pu faire une diapo là-dessus parce que c'est très récent, mais il y a une étude qui est parue justement très intéressante il y a quelques jours qui compare aussi différentes modalités en même temps. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des LED chaudes, est-ce qu'il vaut mieux éteindre, est-ce qu'il vaut mieux réorienter les éclairages, etc. Donc c'est une étude vraiment qui répond à justement des questionnements qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? En fait, déjà de base, il vaut mieux ne pas éclairer. Ça, je ne sais pas si c'est une nouveauté pour vous, mais c'est vraiment ce qui marche le mieux pour la biodiversité. Ensuite, ce qui marche très bien, c'est d'abaisser les puissances, mais aussi, ce qu'a montré cette étude, c'est de diminuer la visibilité directe des sources, justement, en mettant tout simplement aussi des coupes-flux, des caches, etc., pour faire en sorte que les éclairages ne soient pas visibles, et notamment des espèces volantes, les oiseaux, les insectes, les chauves-souris, parce que vraiment, c'est cette lumière directe aussi qui va créer le phototactisme chez les insectes, donc qui va les attirer irrésistiblement vers les luminaires. Et ensuite, la composition spectrale joue un rôle, mais finalement, ce n'est pas forcément le premier facteur. Déjà, à la base, il vaut mieux ne pas éclairer le moins longtemps possible et réduire au maximum les quantités et la visibilité. Voilà, donc pour conclure, cette trame noire, c'est quoi son avantage ? C'est de passer par une échelle paysagère, justement. Ça permet de prendre en compte ce phénomène de disparition, de dégradation,
de fragmentation des habitats, donc de prendre en compte le caractère dynamique de la biodiversité, qui n'est pas statique sur un territoire, les espèces se déplacent. Ça traite l'ensemble des milieux, forêts, aquatiques, etc., les cortèges d'espèces. Donc ça, c'est tous les avantages des trames. On va passer par des espèces qui représentent d'autres espèces sous forme d'espèces indicatrices. Donc ça permet de mettre en cohérence aussi les actions de gestion sur un territoire. On dépasse largement la gestion du point lumineux par point lumineux, ou même de la rue ou du quartier. On essaye de mettre en cohérence tout ça sur une commune. Ça peut être aussi une intercommune, un département, voire une région, même si les régions ne sont pas maître d'ouvrage de l'éclairage. L'éclairage est une compétence des maires. Il y a une réflexion à avoir quand même sur la planification de l'obscurité à l'échelle des régions. Effectivement, dans les SRADET, on voit cette prise en compte dans certaines régions. Ne pas oublier que ce réseau, il faut qu'il soit préservé et surtout restauré, parce que dans le triptyque de l'écologue du paysage, noyau, corridor, matrice, on a l'impression que la matrice, on ne s'en occupe pas, c'est le fond de carte, mais en fait, c'est ça le plus important. C'est le milieu qui est dégradé, qui est hostile, qu'il faut essayer de faire re-rentrer dans le réseau écologique en le rendant à nouveau fonctionnel. Et donc voilà, c'est une approche qui est à la fois stratégique et opérationnelle pour donner du sens quelque part à la protection de l'obscurité à l'échelle d'un territoire, qui est aussi très modulable. On ne va pas faire une trame noire à Paris comme on l'a fait dans les monts de l'Auvergne ou je ne sais pas où, évidemment. Donc ça, c'est un des avantages aussi de ces concepts, de ces notions, notamment même de la notion de corridor. Comme je vous disais, on a des corridors stricto sensu, c'est vraiment une contiguïté d'habitat, mais on a aussi des corridors diffus, une perméabilité paysagère globale. Donc voilà, de toute façon, c'est des notions qui ont fait maintenant leur preuve depuis plusieurs décennies. Voilà, merci de votre attention. Bon, merci beaucoup pour cet exposé très très clair. Il se trouve qu'on a du temps. On ne le savait pas. Le traiteur est un petit peu en retard. Donc on pourrait non seulement répondre aux questions qui vont être posées à propos de la communication, mais je crois qu'il y en a une question au moins qui n'a pas été prise dans la précédente, donc on pourrait éventuellement la prendre à ce moment-là. Question. Oui. Alexandre Cartier, moi j'ai 2 points que je voulais soulever. Il y a un, c'est sur, on voit les syndicats d'énergie qui renouvellent pas mal les parcs d'éclairage des communes. Et par rapport à tout ce qui est longueur d'onde et couleur d'éclairage, c'est clair qu'on est loin de l'optimum, on va dire, qui ferait consensus dans les ambrés ou rouges, on va dire. Et donc, quels sont les leviers pour intervenir, parce que ça, c'est de la grande échelle indirecte, quand on voit les changements qui se font sur les territoires. Et l'autre point, c'est sur beaucoup de communes ont éteint la nuit, donc les cœurs de nuit, on va dire qu'on a gagné déjà pas mal. Mais après, on sait qu'on a un gros problème sur les interfaces jour-nuit. Au niveau biodiversité, notamment, je parle pour les chiroptères, la première phase de la nuit, c'est un point clé d'alimentation. Et ça, voilà, je pense qu'il y a vraiment des grandes choses à jouer pour essayer d'avoir peut-être des technologies nouvelles, peut-être, avec des luminaires adaptés aux tombées de la nuit. On allume pour, on va dire, la paix sociale. Voilà, il y a de la lumière, mais par contre, c'est des lumières désagréables pour l'humain, mais qui collent pour la biodive. Après une extinction de nuit, et le matin, peut-être que ça serait différent. Enfin, voilà, je pense que des réflexions plus adaptées par rapport aux usages, où là, pour l'instant, on éteint la nuit, mais on a encore un gros problème des interfaces jour-nuit. Oui, merci beaucoup pour les 2 questions. Alors, la première question, oui, c'est un peu le problème. Dès qu'il y a une technologie qui sort, pas mal d'acteurs s'engouffrent dedans sans forcément mener de réflexion. Ça a posé vraiment des soucis. Il y a des territoires qui ont installé des LED très froides à l'époque, 4000 Kelvin, voire plus, en bénéficiant même d'aides publiques, territoire, énergie positive, etc. Et qui aujourd'hui, maintenant, s'en mordent un peu les doigts parce qu'on se rend compte que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Et effectivement, on ne change pas son parc d'éclairage public tous les ans. Normalement, c'est plutôt 20-30 ans, le cycle. Donc ça, c'est un vrai souci, d'où l'idée vraiment d'être souvent prudent avant de s'engouffrer dans un changement, de prendre le temps de réfléchir, de prendre en compte tous les enjeux, justement, comme ça avait été bien dit par les élus au début. Une fois que le coup est parti, je ne sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, on peut mettre des filtres pour recolorer les LED, un peu comme si on mettait un film plastique dessous, voilà, pour essayer de recorriger le spectre. Mais une fois que le coup est parti, c'est compliqué. Après, du coup, le mieux, c'est de jouer quand même sur la plage horaire, d'allumer le moins possible, de rendre ces sources les moins visibles possibles. Mais en tout cas, en termes de composition spectrale, une fois qu'on a installé des LED à 4000, soit on les change, mais du coup, c'est un vrai coût pour la collectivité, soit on s'en mord les doigts et on essaye de minimiser l'impact. Mais bon, il n'y a pas de solution idéale.
Après, alors voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop insisté sur ça, mais j'ai beaucoup développé, moi, dans mes travaux, la notion de chronotone, début et fin de nuit, qui sont vraiment des moments charnières où la biodiversité est la plus active. C'est vrai pour les chauves-souris, c'est vrai pour les insectes, pour les rapaces nocturnes. Il y a beaucoup d'espèces qui ont en fait une activité sous forme de 2 pics. On appelle ça un cycle d'activité bimodal, donc début de nuit, fin de nuit. Et finalement, le cœur de nuit est assez calme. C'est pour ça que la coupure d'extinction au cœur de nuit, c'est très bien, mais ça ne peut pas tout résoudre, effectivement. Donc il y a un vrai conflit d'usage entre la biodiversité et les humains en début et en fin de nuit, parce que c'est aussi là que nous, on éclaire le plus. On finit notre activité de jour ou on la commence. Donc là, je pense qu'en fait, il ne faut pas exclure les 2 mesures. Il y a l'extinction en cœur de nuit qui est très bien, et en fait, en début, en fin de nuit, mettre en place justement ces éclairages à détection, à la demande, pour que là aussi, l'éclairage ne soit pas forcément allumé tout le temps. On peut aussi abaisser les puissances très tôt, hein. Il y a des communes qui font pas forcément de la détection de présence, qui font de l'abaissement de puissance avec un profil régressif au fil de la nuit. Et donc, des fois, très tôt, même quand ça s'allume dès le départ, c'est déjà pas 100%, c'est 80%, 70%. En fait, il faut aussi comprendre que l'œil humain, effectivement, on est un animal diurne, on n'a pas l'équipage pour vivre la nuit, mais on arrive à voir quand même la nuit si on s'en laisse le temps. En 20 minutes, en fait, l'œil se passe en vision scotopique, donc par nuit de pleine lune, etc. On voit bien, donc il faut aussi prendre ça en compte, hein. On est souvent en suréclairement non justifié. Alors après, ça dépend beaucoup aussi des publics, hein, de l'âge, etc. On n'a pas tous la même vision, mais en fait, en diminuant le nombre de points lumineux, en éclairant moins fort, déjà on peut répondre aussi à des problématiques de début et de fin de nuit. Ou après, ça peut être aussi, en fonction de l'année, mettre en place des mesures plus ou moins restrictives. Il y a des communes, par exemple, de mai à octobre, qui n'allument pas du tout. C'est même plus l'extinction en cœur de nuit, c'est qu'elles n'allument pas. Ça, moi, dans la Creuse, je le constate. Et du coup, il y a vraiment un crépuscule et une aube tout à fait naturelle. Toute la nuit est naturelle, quoi, en fait, pendant quand même 6 mois de l'année. Bon, c'est vrai qu'au moins l'hiver, il y a des espèces qui sont en hivernage, etc. Donc on peut peut-être se dire qu'il y a un tout petit peu moins d'impact. Et au moins pendant la période printemps, été, automne, il y a ces extinctions totales. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas le faire partout, mais on peut aussi jouer là-dessus en fonction des territoires, d'aller vraiment plus loin, de plus du tout mettre d'éclairage. Une autre question? Merci. Oui, donc bonjour François Dehonte. Merci beaucoup pour cet exposé très, très complet et très opérationnel. Je voulais parler d'un autre type d'éclairage beaucoup plus événementiel qui peut arriver et qui pose d'énormes problèmes. Ça a été constaté, ce sont les feux d'artifice. Sur des oiseaux diurnes au nid qui peuvent être extrêmement, dont le comportement peut être complètement perturbé, et donc ça a un gros impact sur leur reproduction. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler un petit peu la question. Et puis sur les cours d'eau qui traversent les villes, c'est très bien de ne pas éclairer directement le cours d'eau, mais malgré tout, on sait que sur de nombreuses espèces d'insectes qui ont des émergences sur des périodes très courtes et des durées de vie très très courtes, on observe une forte mortalité. Je ne sais pas trop comment résoudre cet impératif d'absence d'éclairage sur un cours d'eau qui traverse une ville qui est en définitive plus qu'un corridor, un réservoir de biodiversité, un véritable réservoir de biodiversité extrêmement impacté par la traversée de la ville. Oui, merci beaucoup. Sur les feux d'artifice, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a très peu de littérature scientifique là-dessus. C'est comme tous les éclairages un peu qu'on considère annexes, les phares maritimes, les éoliennes, etc. Il y a peu de littérature là-dessus, alors que ce sont des sources d'éclairage de plus en plus répandues. Les phares aussi de voitures, hein, bien sûr. Et le feu d'artifice, oui, c'est clair. Alors, en plus, il y a l'effet surtout, je pense, détonation, hein, pollution sonore, qui est, à mon avis, encore plus important. Et effectivement, en tout cas, en termes de témoignages, on sait qu'il y a des mortalités massives d'oiseaux les lendemains de feux d'artifice, on en retrouve au sol, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de littérature scientifique là-dessus. Après, là, on est vraiment aussi sur des changements de mentalité, hein. Il y a des communes qui décident de plus en faire, hein, parce que justement, il y a un impact écologique qui n'est pas neutre. C'est comme la mise en valeur des monuments, hein. Les éclairagistes me disent qu'il y a de moins en moins d'appels d'offres en fait, de collectivités pour ça. C'est plus trop dans l'air du temps de mettre en valeur les monuments par la lumière, ou alors quand c'est le cas, justement, la collectivité demande à ce que ce soit le plus sobre possible, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même un cheminement. Alors je vous disais, on a toujours la possibilité d'éclairer les arbres en contre-plongée, mais peut-être que ça va aussi être interdit bientôt. En tout cas, moi je trouve que ce serait une bonne chose, parce qu'un arbre, c'est pas un mobilier urbain, c'est un être vivant sensible. Donc voilà, il faut aussi miser sur le fait que la société demande de moins en moins ce genre de choses, et les feux d'artifice, peut-être
vont être de moins en moins fréquents. Alors après, c'est là qu'on nous reproche souvent aussi en tant qu'écologue de briser la magie, le rêve, etc. C'est un juste milieu à trouver. Et ah oui, deuxième partie de la question sur les insectes et les cours d'eau. Eh ben, je pense qu'il faut distinguer plusieurs types d'éclairage parce qu'il y a là aussi justement la mise en valeur des ponts par exemple ou des berges, etc. Ça, c'est pareil, peut-être qu'on peut considérer que c'est plus forcément la priorité. Après, il y a les éclairages de sécurité, donc par exemple de la voirie qui passe sur le pont ou de la piste cyclable en bordure de cours d'eau, etc. Et là, on peut vraiment aller justement vers ce que je disais, des éclairages à détection, bien dirigés vers le cours d'eau, vers le pont. Et dans ces cas-là, il y a quand même beaucoup moins de lumière normalement qui va vers l'eau. Alors peut-être que ça crée quand même un lot lumineux suffisamment intense pour faire de l'attraction, mais je pense qu'on peut vraiment arriver à diminuer la pollution lumineuse vers l'eau quand même. C'est des sujets très techniques, hein, du coup ça pose vraiment des grosses difficultés opérationnelles aux éclairagistes, mais je suis sûr qu'ils vont trouver la réponse, c'est pas impossible. Oui, S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a le micro là? c'est moi. Ah, non, pardon, d'accord, ça marche. Non, mais j'avais une question, une interrogation, c'est sur l'éclairage à la demande. Déjà, est-ce que c'est documenté? Est-ce que c'est vraiment... Parce que ça, du coup, ça fait des flashs. Voilà, donc par rapport à une extinction classique. Et puis, ça demande aussi du pilotage à distance, donc de l'énergie. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment une bonne solution alternative? Mais voilà, donc c'est plutôt une interrogation. Ok, merci. Alors, en termes financiers, il y a un gros gain. Moi, de ce que j'ai plus les chiffres en tête, mais les quelques communes qui ont mis en place ce genre d'application, c'est plusieurs milliers d'euros de gains financiers, en fait. En fait, je pense que tout dépend du contexte, parce qu'effectivement, l'éclairage à la demande en pleine ville, on va se retrouver avec un effet stroboscope qui n'est pas forcément souhaitable. Mais là, on parle quand même des communes un peu périurbaines, semi-rurales, où justement, on n'a pas besoin d'avoir un éclairage allumé toute la nuit pour juste, entre guillemets, 2-3 personnes qui vont partir à 3 ou 4 heures du matin travailler. Elles sont importantes, elles font partie de la collectivité, ces personnes, donc elles ont droit au service public, mais en même temps, c'est un peu absurde d'éclairer la rue toute la nuit pour elles. Et là, donc, du coup, il y a un gros gain, et sur la biodiversité, ça a été montré. Il y a même des expérimentations qui montrent qu'on a un effet piège qui est sensiblement moins important des insectes quand on est en rue à détection. Ce n'est pas la demande, là, c'est en détection. Avec du dimming, vous savez, où on abaisse la puissance, justement, que par rapport à des rues éclairées pleinement. C'est très significatif pour les insectes et un peu aussi pour les chauves-souris. Parce qu'en fait, pour les insectes, il y a cet effet soupape. Quelque part, les insectes sont attirés par les lampes quand elles sont allumées, mais dès qu'elles sont éteintes, ils sont relâchés. Donc en fait, il y a un effet démographique qui est beaucoup plus faible que dans les rues allumées pleinement. Je pense que c'est vraiment une bonne solution. Bien. Je ne vois pas tout le monde parce que moi aussi j'ai des problèmes de pollution lumineuse par les 3 spots qui sont devant. Donc oui, voilà, merci. Oui, juste un commentaire sur les dernières questions. En fait, il faut bien avoir conscience, et en sortant de cette salle, vous devez tous la voir, c'est que l'éclairage nocturne est une prérogative du maire. Et la difficulté dont tu parlais tout à l'heure, c'est que souvent les maires n'ont pas les compétences et transmettent ça à un syndicat d'éclairage qui gère un peu à sa façon et avec un contrôle souvent light, voire très light. Mais moi, je vous invite tous à aller voir votre maire en disant, voilà, on sait maintenant les problématiques liées à l'éclairage public. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous donnez comme direction au syndicat d'éclairage s'il y en a un? Ou pourquoi est-ce que vous éclairez de telle ou telle façon? Parce que, en fait, Romain l'a bien dit, quand il y a des réflexions d'éclairage, la solution, c'est d'agir en amont. Une fois que tout est installé, c'est des coûts énormes pour les collectivités. C'est vraiment pas jouable parce que c'est installé pour plusieurs décennies. Mais par contre, en amont, allez questionner votre maire, vos maires, pour dire qu'est-ce que vous faites pour notre éclairage public. Maintenant, on connaît les enjeux pour la biodiversité, on connaît les enjeux pour la santé. C'est votre job. Et il y a plein de brochures, il y a plein de documents en ligne pour les aider. Il y a cette notice de l'Office parlementaire des choix stratégiques et scientifiques qui a été faite par la sénatrice Dudou, qui était à destination des collectivités. Donc, toutes ces informations-là, elles ont été faites aussi pour les collectivités. Donc, maintenant, il faut agir. Il ne faut pas attendre des décennies sans rien faire en disant oui, c'est pas simple, oui, c'est pas simple. Bien sûr, c'est pas simple, mais on peut agir. Et la loi, elle est faite aussi pour être respectée. Il n'y a pas de raison de continuer comme avant sous prétexte que c'est pas simple. Oui. J'ai envie de dire, pour ajouter, que c'est souvent
plus facile d'agir en local que d'agir à des échelles plus larges. C'est-à-dire que je le vois bien, il y a une telle déconnexion maintenant entre le niveau national et le niveau local qu'on a probablement plus de chances d'arriver à ses fins quand on travaille directement à l'échelle communale, départementale ou régionale, le régional étant le maximum. Hein. Juste pour ajouter aussi, c'est qu'à mon avis, la population globale, elle est plutôt favorable et prête à faire des efforts là-dessus. Hein. Le travail, par exemple, de l'INRAE sur l'acceptabilité sociale, ils ont fait donc une enquête sur plus de 1000 personnes qui montrait que, en gros, il y a 80% de la population répondante qui est vraiment favorable à faire des mesures de réduction de pollution lumineuse. Il y a à peu près 20% donc, qui est un peu récalcitrante, mais même parmi ces 20%, on arrive à trouver des mesures de compromis, comme justement le passage à la LED ambrée. Ils sont totalement indifférents, y compris ceux qui sont globalement étiquetés anti. L'abaissement de puissance aussi, ils sont un tout petit peu contre, mais on peut les convaincre à mon avis. Là où ça pêche plus, c'est l'extinction en cœur de nuit, mais là encore, ça dépend aussi des horaires. Donc en fait, il y a vraiment matière à faire quelque chose. C'est sûr que si on éteint à 23h à Montpellier, oui, c'est un peu tôt et les gens râlent. Mais si on éteint à 1h, 1h30, 2h, peut-être que l'extinction va durer 3 heures dans la nuit, mais c'est toujours ça de prix. Et là, les gens ne sont pas contre. Alors après, il y a toujours des cas qui se posent, hein, effectivement, d'insécurité sur certains secteurs, des passages piétons, etc. Il ne faut pas forcément tout éteindre, mais justement, plus cibler les lieux accidentogènes ou les lieux où il y a un sentiment d'insécurité qui est aussi à prendre en compte, même s'il n'y a pas de réalité derrière. Donc voilà, je pense qu'il y a une population qui est vraiment prête à ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres en termes d'insécurité, j'en ai pas trop parlé, mais il y a des études, par exemple en Angleterre, sur les vols de voitures, qui montrent que c'est quand on a éteint qu'il y a moins de vols, quoi, parce que les voleurs, ils ont besoin de lumière en fait pour ouvrir la voiture et forcer la porte. Donc ils sont repérés quand la rue est éteinte, alors quand la rue est allumée, ils peuvent passer un peu inaperçus. Et en plus, ce qui est assez drôle, même c'est pas drôle, mais dans l'étude, ils montrent que les voleurs se sont répercutés sur les rues adjacentes où l'éclairage n'a pas été coupé. Donc voilà, en fait. Au niveau sécurité, il faut disséquer un peu les sujets. Il y a sécurité routière. Là, vraiment, a priori, il n'y a pas de lien du tout direct entre éclairage et sécurité. Sécurité des biens, pareil, c'est pas vraiment corrélé. Après, il y a la sécurité des personnes. Et en plus, il y a le sentiment qui s'y mêle. Et là, c'est un peu plus délicat. Mais au moins pour les biens et la sécurité routière, éclairer encore des grands axes routiers alors que les voitures ont des phares et qu'il n'y a aucun déplacement doux, moi, je trouve que c'est absurde. Hein. Okay. Oui. Bonjour, j'avais juste une remarque par rapport au syndicat d'énergie et sur tout ce qui est un peu technologique en matière de sobriété d'éclairage, tout ça. Ça dépend des syndicats, mais pas mal appliquent juste la réglementation et peuvent être parfois contre l'extinction. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Et juste quand on parle aussi d'abaissement, j'interviens tout à l'heure, donc j'anticipe un petit peu, mais donc notre syndicat au niveau du département du Doubs favorisait plutôt l'abaissement en soi, qui peut être très bien d'un point de vue énergétique, etc. Mais d'un point de vue visuel, en fait, on n'y voit que du feu, nous, humains. Donc, en fait, plutôt que de faire de l'abaissement, il faudrait déjà limiter les puissances. Enfin, c'est vraiment ça la problématique. Et en fait, la réglementation ne va pas assez loin. Donc pour moi, il faut faire attention sur le sujet abaissement parce qu'en plus, parfois, ça peut être compliqué aussi d'éteindre avec un système qui fonctionne avec de l'abaissement. Donc c'est possible, mais il va être un peu perturbé, etc. Donc finalement, peut-être moins bien marché. Entre guillemets, c'est pas très grave. Mais voilà, donc il faut faire un petit peu attention, je pense, à ces sujets-là. Et au niveau des syndicats, il faut peut-être avoir un petit travail, mais moi, j'en parlerai tout à l'heure puisqu'on bosse avec le CIDED. Et je pense mon collègue aussi. Alors, merci, ça me permet de rebondir sur un truc que je voulais dire en lien avec la présentation de Thierry, parce que effectivement, on est en permanence en suréclairement. En fait, là, Thierry montrait souvent qu'il prenait 5 lux en fait comme seuil considéré comme pollution lumineuse, mais en fait, c'est très très peu 5 lux par rapport à ce qu'on a vraiment dans les rues. En France, on éclaire beaucoup plus que dans d'autres pays comme l'Allemagne. En Allemagne, effectivement, en moyenne, ils ont 5 lux dans les rues de Berlin, mais nous, on a plutôt plusieurs dizaines de lux, parfois même plusieurs centaines. Hein. Avec des collègues, on a mesuré 700 lux sous un parking. Donc voilà, c'est pour montrer que si déjà à 5 lux, on a tous les effets dont Thierry nous a parlé, il faut partir du principe qu'en fait, on éclaire 10 voire 100 fois plus que 5 lux. Et donc, en fait, on pourrait très bien abaisser de base ces puissances, même sans parler d'abaissement ensuite progressif. C'est que déjà, on est en suréclairement. Comme je disais, l'œil humain peut s'habituer en fait, à une pénombre. Et à Berlin, il n'y a pas une recrudescence de criminalité que je sache en lien avec l'éclairage. Donc, c'est culturel, en fait. Alors, je crois qu'on a plein de questions encore. On va en profiter. Ok, merci.
Pierre Mallet, merci pour la présentation. Ça va aller assez vite parce que ça n'a pas été trop évoqué pendant la présentation, mais ça a été repris par la suite. C'est la différence entre éclairage de sécurité et sentiment de sécurité qu'on peut avoir besoin dans les villes. Est-ce qu'on a un peu de références, de publications sur effectivement réel accidentogène plus élevé sur les axes routiers non éclairés, nombre d'agressions, etc. On n'a rien de... En France, non, à ma connaissance, c'est assez opaque justement. On aimerait bien avoir ces chiffres du ministère de l'Intérieur, mais moi, j'en ai pas connaissance. Après, dans les témoignages, en tout cas, pour faire beaucoup de conférences, souvent, il y a des maires ou même la gendarmerie qui est là, qui témoignent. Après avoir mis l'extinction en marche dans certaines communes, ils n'ont pas vu de changement de hausse d'incivilité, de criminalité ou autre. Parfois, au contraire, ça règle des sujets. Par exemple, la place du village, où il y a plein de jeunes qui traînent, qui font du bruit toute la nuit. Bon, c'est bien aussi, hein, mais une fois qu'il n'y a plus d'éclairage, en fait, ils ne vont pas rester là, ils vont plutôt faire la fête chez quelqu'un à l'intérieur. Donc voilà, ça règle aussi des problèmes de nuisance sonore parfois. Donc non, il n'y a pas de chiffre officiel, mais en tout cas, dans les témoignages, on n'a pas l'impression qu'il y a un lien direct entre éclairage et sécurité des personnes. Par contre, il y a un vrai sentiment, hein, effectivement, d'insécurité parfois. Et dans les enquêtes, ce qui ressort, c'est souvent les publics féminins, effectivement, qui relatent ce sentiment d'insécurité. Donc, il faut le prendre en compte, hein, je comprends très bien. Après, je pense que même avec un éclairage plus doux, déjà, le sentiment peut baisser, quoi. Oui, okay. Voilà, on va peut-être accélérer un peu parce qu'il nous reste 4 questions et il faudrait qu'on termine à 10 pour être dans les temps. Je vous en prie. Mais il faut que le micro, si vous pouvez l'amener vers le monsieur là-bas qui lève la main depuis un moment. Merci, bonjour. Jean-Philippe Paul, Revue Salamandre. Et c'est plus à titre personnel que je réagis sur l'incitation citoyenne à aller voir les maires. Moi, je voulais juste témoigner sur le fait que je l'ai fait dans mon petit village. Et ils se sont rapprochés de l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, avec un petit label, un petit panneau village étoilé. Je voulais avoir votre sentiment sur ces méthodes incitative, associative, qui valorise en fait une démarche locale. C'est très bien. Alors il faut savoir qu'en France, on est un peu pionnier sur trois volets. Donc il y a tout ce qui est tram noir, je vous ai présenté, c'est quand même des choses qui ont vraiment émergé en France. L'aspect réglementation, c'est assez unique au monde, hein, quand même, d'avoir une réglementation aussi poussée. Alors après, on peut regretter qu'elle soit mal appliquée, qu'il n'y ait pas de contrôle, etc. Mais en tout cas, dans l'ambition écrite, on a une réglementation qui est très, très ambitieuse. Et puis, troisième point, effectivement, c'est les labellisations. Donc déjà, il y a la NPCEN, l'association que vous avez citée, qui a ce concours Ville et Village étoilé, qui permet de récompenser les territoires qui sont vertueux. Et puis, il y a aussi le label américain Réserve internationale de ciel étoilé. Je sais qu'on en parlera cet après-midi, puisqu'effectivement, le Morvan aussi vient de recevoir ce label. Donc, on est l'un des pays au monde maintenant qui a quasiment le plus de labels après la Grande-Bretagne, je crois. On a 6 réserves maintenant. La première était celle du Pic du Midi en 2013, et donc depuis ça a fait des petits et ça va continuer, je pense. Donc tout ça c'est très bien, hein. Ça permet de faire parler de la thématique. Sur les territoires en question, ça permet vraiment de fédérer autour du projet nuit en fait. Il faut vraiment aller sur les différents volets, planification, réglementation, sensibilisation et labellisation. Pour moi c'est très complémentaire. Parfait. Je vous demande d'être concis dans les questions autant que dans les réponses. Jusqu'à maintenant vous avez été parfait, donc on est dans les temps. Merci. François ? Bonjour. Non, pardon. Le micro est ailleurs. Ok, ça marche. Merci. Jeanne Commercier-Doré de l'Épage de Haute-Loup. Je travaille aussi sur la trame verte et bleue. Et je voulais savoir s'il y avait une méthodologie qui était un peu homogénéisée pour faire les plans d'action justement sur les trames vertes et bleues et noires. Et quand il y avait des plans d'action qui avaient été mis en place, est-ce que les communes respectaient ça ? Est-ce que c'était sensible à ça ou pas ? Alors nous, on a produit effectivement un cahier des charges qui est annexé au guide dont je vous parlais, qui permet aux collectivités de lancer des marchés en fait pour mettre en œuvre, déjà identifier et mettre en œuvre la trame noire. Par contre, on n'est pas allé jusqu'à prévoir nous-mêmes les actions de gestion de l'éclairage. On prévoit dans le guide, on liste toutes les actions possibles, hein, comme celles que je vous ai présentées là, temporelles, techniques, etc. Après, charge est libre à chaque territoire de choisir celle qu'il veut et jusqu'où il met le curseur. Après, on pourrait imaginer avoir un plan d'action type, hein, pourquoi pas, ça me donne l'idée, là, ce que vous dites, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. Et puis, la deuxième question, il faut savoir que tous les aspects de trame, en fait, leur finalité,
vraiment leur mode d'action, c'est ensuite la planification dans le document d'urbanisme. C'est pas une politique qui est coercitive, la trame verte et bleue, on n'impose pas des actions, ça passe vraiment par une planification, et ensuite dans le plus, les collectivités vont identifier les territoires à préserver, les continuités écologiques, etc. Donc c'est souvent sous la forme d'une adhésion, hein. On ne peut pas imposer comme ça des actions de trame noire, encore moins de trame noire d'ailleurs, j'ai envie de dire, que de trame verte et bleue. Après, il y a un autre canal qu'on n'a pas évoqué, c'est tout ce qui est plan d'urbanisme lumière. Donc ça, c'est des documents qui ont émergé plutôt, complètement du côté des éclairagistes. Donc notamment Roger Narboni, un éclairagiste pionnier dans le domaine que vous connaissez peut-être, qui a fondé le bureau d'études Concepto et qui a inventé ces documents. Donc c'est des documents qui sont volontaires par contre, qui ne sont pas imposés comme les PLU et les SCOT, mais qui sont à l'initiative des collectivités pour planifier justement l'éclairage sur leur territoire à horizon de plusieurs années. Et donc de plus en plus, ces documents intègrent aussi un volet trame noire. Donc ce n'est pas des documents qui sont réglementaires, mais comme ça vient des collectivités, c'est d'autant mieux. Si elles le font, c'est que généralement, elles se l'auto-appliquent, quoi. Merci. Donc on va accélérer. Une dernière ou avant-dernière question, très brève, Oui. et une réponse très brève aussi, s'il vous plaît. Oui, merci Laurent Debro de Projet Val de Nuit Neuchâtel. J'aimerais bien qu'on rappelle que la nature, elle n'a jamais connu des rayonnements radiants. Ça veut dire que depuis des milliards d'années, la lumière qui arrive sur Terre, elle a des rayons parallèles. Et puis l'être humain a introduit des rayons radiants, et ce qui fait que c'est ça qui désoriente les animaux. Et puis j'aime bien l'exemple des bousiers, par exemple, qui ont été désorientés dans un planétarium où on a pu observer que les bousiers utilisent déjà la nuit, déjà la lune pour s'orienter, mais quand il n'y a pas de lune, elle utilise la Voie lactée, voire même certaines étoiles. Ce qui veut dire qu'une désorientation d'un lampadaire, par exemple, avec la Lune, c'est 0,24 lux, ça veut dire un lampadaire qui serait éclairé avec moins de 10%, 1%, c'est déjà plus que la pleine Lune, donc c'est largement plus que ce que les animaux utilisent déjà. Donc il faudrait... L'objectif, c'est vraiment que les lampadaires soient éteints à 100%, ce qui n'est souvent pas le cas. Merci. Réponse très brève. Effectivement, c'est juste pour insister sur le fait que les seuils de sensibilité sont très faibles. On l'a bien vu avec tous les travaux de Thierry. Et que là, on éclaire 10, 100 fois plus que ces seuils-là. Donc, effectivement, l'extinction ou le fait de ne pas installer d'éclairage, c'est vraiment la meilleure des solutions. Après, je ne pense pas qu'on puisse le faire partout. Mais là où on peut le faire, il faut le faire. Alors, François, une question brûlante, là. Non, Vas-y. pas forcément une question, juste une intervention, et ça ne... Très brève. Ça ne demande pas forcément une réponse de Romain, simplement pour évoquer le fait que quand on parle de cadre législatif, il y a la loi sur la protection de la nature, parce que la lumière porte une atteinte reconnue à des espèces protégées, et maintenant dans les études d'impact, et peut-être dans le contentieux demain, on va voir apparaître cette dimension, je pense, simplement du fait de l'impact sur les espèces protégées. Parfait. Ouais. J'abonde. Parfait, merci beaucoup. Donc merci à tous d'abord parce que les contenus étaient vraiment passionnants, les questions aussi. Rôle ingrat de teneur de temps, ma foi, vous avez tenu le temps et ça c'est magnifique aussi, j'ai pas eu trop de travail. Donc je crois qu'on a quelques annonces à faire avant de vous laisser aller manger.